Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre magazine philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons essayer de répondre à cette grande question: qui a le pouvoir aujourd'hui? Pour y répondre, le philosophe André Comte-Sponville, auteur de Ces choses tendres que la vie, aux éditions Albin Michel. Le journaliste, comédien, écrivain, l'homme à l'écharpe rouge, Christophe Barbier, auteur d'un gros dictionnaire amoureux du théâtre. Et puis enfin, le seul économiste optimiste de France, Robin Rivaton, auteur de La France est prête. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie, Géraldine Mühlmann, Mazarine Pinjot et Eliette Abécassis. Pendant toute cette émission, vous pourrez discuter, nous critiquer, nous approuver aussi sur #LGQ pour les grandes questions. Alors on va commencer tout de suite, tiens, par vous, au hasard. André Comte-Sponville, qui détient le pouvoir aujourd'hui? Est-ce que c'est le président de la République, Dieu, nous-mêmes, le hasard? Qui? Dieu, certainement pas, du moins de mon point de vue. Ah oui, ça, mais ça comme vous le sûr. savez, le pouvoir, c'est réducteur. Il y a des pouvoirs. Il faudrait en parler au pluriel. Il y a un pouvoir politique, un pouvoir économique, et eux-mêmes, chacun d'entre eux étant multiple. Je pense qu'en France, d'un point de vue politique, le pouvoir principal appartient au président de la République et à sa majorité. Voilà, c'est un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, c'est la majorité. Nous sommes sous le pouvoir du président. Mais Dieu, pas du tout. La transcendance, il faudrait que Dieu la existe nature, pour qu'il puisse gouverner. Mais je dirais que même s'il existait, la laïcité interdit de lui confier le pouvoir. D'ailleurs, je crois que beaucoup de croyants en France en seraient d'accord. L'idée de laïcité, ça veut dire que Dieu n'est pas souverain. Si le peuple est souverain, il est exclu que Dieu le soit. Alors, même question à Christophe Barbier, il faut répondre. Vous avez une seconde. Moi, je pense que le pouvoir, c'est vous. Alors, pas vous, François-Olivier Gisbert, non. Vous comme individu. Lui, moi, monsieur, madame. C'est-à-dire qu'on est dans le temps de l'individu roi. Il faut faire attention à ce que ça ne tourne pas à l'égoïsme et à la loi de la jungle. Et donc, tout le projet politique, c'est de faire en sorte que chacun choisisse une sorte d'égoïsme raisonné ou d'altruisme intéressé. C'est-à-dire, je fais le bien pour autrui parce que c'est mon intérêt. C'est pour moi que je le fais, mais ça permet de faire le bien pour autrui. L'individu est aujourd'hui la source du pouvoir. Vous êtes à l'âge quand même où ça devient de moins en moins vrai, parce que Robin Rivaton, lui, c'est vrai. Il rentre dans la vie, il est tout jeune. Non, mais il a des dents comme ça, non? Au moins, vous le verrez. Il est tentant aujourd'hui quand même de croire que le pouvoir appartient à soit que l'État l'a perdu, soit qu'il appartient à des grandes entreprises, soit que la technologie s'impose en nous. Mais au final, tous ces mouvements, c'est parfois ces grandes transformations qui apparaissent, ces grandes transformations technologiques et économiques. À la fin, et moi je suis d'accord avec Christophe Barbier, la personne qui les guide, la personne qui les choisit, c'est l'individu. Et il faut bien se rendre compte que l'individu, ces 30 dernières années, il a vécu une véritable amélioration de son éducation. Il y a eu une grande montée en puissance de la qualité de l'éducation. Et donc aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus capables de faire des choix raisonnés, intelligents, et donc le pouvoir nous appartient à nous tous. Alors maintenant, on va s'intéresser à vous, d'abord, André Comte-Sponville. Dans ce livre, Ces choses tendres que la vie, c'est une autobiographie philosophique, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est à la fois un livre bilan et une autobiographie intellectuelle. Ouais. Alors disons que le titre est emprunté à Montaigne. Montaigne, dans les essais, écrit « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Autrement dit, tendre est à prendre ici comme synonyme de fragile. Ça ne veut pas dire que la vie ne sera faite que de tendresse. Ça veut dire que la vie est fragile, qu'elle est tendre au sens où on parle d'une pierre tendre. D'ailleurs, vous serez à briser. Pardonné pour tout, mon fils, notamment pour votre athéisme absolu, à cause de votre amour de Montaigne. Il y a de très belles pages sur Montaigne. On sent que c'est votre héros, en fait. Ça l'est devenu. Moi, j'ai commencé à philosopher plutôt chez Épicure, chez Spinoza, chez Marx. Chez Marx aussi, et Montaigne l'est devenu. Et d'ailleurs, cette phrase, ces choses tendres que la vie est aisée à troubler, m'a d'autant plus frappé qu'au fond, c'est le contraire de l'ataraxie épicurienne. Vous savez que quand Épicure... C'est quoi l'ataraxie, pardon? Ataraxia, en grec, ça signifie exactement absence de trouble. Et quand Épicure décrit l'état du sage, il le décrit comme ataraxia, comme absence de trouble. Eh bien, quand n'oubliez pas d'ailleurs qu'il a la maladie de la pierre, qui souffre 1000 morts, il est là, qu'est-ce que c'est beau la petite mouche qui vole là, Comme Montaigne, quand Montaigne écrit ces choses tendres que la vie est aisée à troubler, ça veut dire que cette ataraxie épicurienne, elle est hors d'atteinte. Nous n'y avons pas accès. Et donc, il faut penser une autre sagesse, ce que j'appelle une sagesse de second rang, une sagesse à la Montaigne, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens d'Épicure ou de Spinoza, qui n'envisagent même pas de le devenir,
mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Alors vous êtes très sage, hein. Dans ce livre, d'ailleurs, vous dites... Non, je suis philosophe. Non, mais il y a un côté sage comme ça, très sympathique avec les copains contemporains. Vous êtes le seul philosophe visiblement contemporain qui s'entend bien avec les autres. Hein. C'est marrant d'ailleurs, j'ai lu ça, j'étais très surpris. Non, mais il est bien Régis Debray, il est bien Michel Onfray, il est bien... Oui, non, c'est vrai, c'est rare, hein, c'est rare. C'est vrai que Onfray est un ami, que j'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour Régis Debray, que Luc Ferry est un ami, Alexandre Jolien est un ami, je vais pas en dire que des mal amis, pour vous le devriez vous plaisir. présenter à la présidence. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a un pouvoir intellectuel en France? Parce que ces gens-là, bon, ils sont très lus, est-ce qu'ils ont l'influence? C'est une question rituelle, on l'a entendu souvent, d'ailleurs, des Sartre, Camus, et, enfin tous ces soi-disant ou vrais grands personnages d'autrefois. Non, il n'y a pas de pouvoir intellectuel. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Parce que même les très grands personnages comme Sartre et Camus ou Aron, du fait même qu'ils s'opposaient, aucun des trois n'avait le pouvoir. Mais il y avait des personnages comme ça, très, très charismatiques, très influents. Il y en a peut-être moins aujourd'hui parce qu'il y a moins d'écoles, il y a moins de grands courants. Il n'y a pas l'équivalent de l'existentialisme ou du structuralisme. Il y a des individualités, alors plus ou moins talentueuses, mais qui n'exercent pas un pouvoir. En revanche, il y a parfois quelque chose qui ressemble à une prise de pouvoir médiatique. J'ai vu que Le Monde titrait sur est-ce que les polémistes vont remplacer les politiques. Alors, je pense à ça avec un peu d'inquiétude, parce que passer du statut de philosophe, il est question de Finkielkraut, Onfray, etc., passer du statut de philosophe au statut de polémiste, ça n'est pas vraiment une promotion. C'est de la polémique aussi, quand même, parce qu'ils ne le sont pas, ce sont des philosophes. Ouais. Mais ça n'est pas un pouvoir, c'est une influence. Alors, c'est vrai qu'il y a des intellectuels qui ont de l'influence, et après tout, pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne en rien. Pour ma part, s'agissant de politique, j'aime mieux rester sur une certaine réserve. Ça m'arrive de m'exprimer, mais le travail d'un philosophe, c'est de faire de la philosophie. C'est pas de dire pour qui voter, c'est pas de critiquer tel ou tel gouvernement. Voilà, et donc, personnellement, je préfère être jugé sur mes livres que sur tel ou tel film. Voilà, c'est ce que je disais. Vous êtes un sage. Alors, vous allez être soumis maintenant à la question par Eliette Abécassis. Écoutez ça. Donc, dans votre livre Ces choses tendres que la vie, vous faites votre autobiographie intellectuelle et vous racontez votre vie et finalement comment l'origine de votre vocation philosophique. Vous parlez des problèmes existentiels de votre mère qui vous a beaucoup marqué et vous racontez finalement à travers votre itinéraire philosophique votre vision aussi de l'engagement philosophique. Alors, il y a ce passage à Normal Sup où vous étiez extrêmement engagé à gauche. Et aujourd'hui, enfin, très à gauche, genre Parti communiste, presque empire. Vous étiez l'élève d'Althusser. Bah ouais. Et aujourd'hui, donc, vous critiquez les intellectuels médiatiques et en prenant une distance par rapport à l'engagement. Alors, c'est l'itinéraire de toute une génération, mais vous, dont la pensée, le fil rouge de votre pensée, c'est la philosophie morale, c'est le questionnement éthique, les vertus, les valeurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est une véritable trahison que de ne pas s'engager? Aujourd'hui, où on voit un retour de la religion, du fanatisme sous la pire forme qui soit, vous qui êtes matérialiste et athée, est-ce que vous n'avez pas un devoir, je dirais, mais vital, de prendre position? Là, on a reconnu la méchante Eliette Abécassis. Hein. C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous êtes lâche ou pas en réponse pour J'ai pris position. D'abord, j'étais à la manifestation du 11 janvier. J'ai écrit un article dans Libération qui s'appelait « Écrasons la femme » au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Et surtout, il y a un chapitre dans mon livre sur le choc des civilisations où il y a une critique très, très explicite, évidemment, de l'islamisme et du fanatisme. Simplement, ça, c'est un travail de philosophe. Je ne critique pas les intellectuels médiatiques. Je n'ai pas envie, moi, de jouer ce rôle-là, le rôle du polémiste, le rôle de celui qui intervient perpétuellement dans le champ politique. Mais ils ont le droit de le faire, simplement, ça n'est pas ma tasse de thé. Voilà, moi, j'aime mieux faire de la philosophie, mais ça ne m'empêche pas de prendre parti, évidemment, par exemple, contre le fanatisme. Encore une fois, je l'ai fait à la fois dans la presse, dans Libération, et plus profondément dans ce livre aussi. Parce que
si les intellectuels laissent, je dirais, juste les politiques ou d'autres s'exprimer et ne viennent pas investir le champ du politique, effectivement, le débat public va être confisqué par des gens médiocres. Donc il y a un véritable... il n'y a plus de pouvoir intellectuel aujourd'hui. Les philosophes ne sont jamais médiocres. Et les politiques le sont toujours. Non, ils ne le sont pas toujours. Ils ne le sont pas toujours. Alors, mais... Moi, sur le fond, et je le dis très clairement dans mon livre, il faut faire de la politique. Et j'en fais autant qu'un autre et plus que certains. Est-ce que c'est une raison, au nom d'une compétence philosophique qui est la mienne, de prétendre trancher tous les problèmes, de dire ce qu'il faut pour faire reculer le chômage, qu'est-ce qu'il faut faire en Syrie, qu'est-ce qu'il faut faire sur la question des migrants? Là, ma compétence est celle de n'importe qui. Alors, j'ai mes opinions, je les exprime par un bulletin de vote, parfois dans la presse, j'écris très régulièrement dans le magazine Challenge, tous les mois, par exemple. Il n'en reste pas moins que ma vocation, ma passion, ma compétence, c'est de faire de la philosophie. Et que la philosophie, ça n'est pas signer un édito ou une pétition ou dire pour qui il faut voter. Non, mais en tant que matérialiste athée, aujourd'hui, vous avez quelque chose d'important à dire. Oui, mais j'ai écrit un livre sur l'athéisme qui explique pourquoi je ne crois pas en Dieu et qui est écrit intégralement pour dénoncer le fanatisme religieux. Mais j'aime mieux le faire dans un livre que multiplier des prises de position dans la presse pour dire des choses, au fond, qui sont assez banales. Le fait qu'on soit contre le fanatisme, sincèrement, c'est pas un scoop, c'est pas une rareté. Mais de déconstruire plutôt les présupposés. C'est comment fonder des valeurs à partir de l'athéisme. Des valeurs morales. Alors là, j'ai écrit plusieurs livres sur cette question-là. Vous parlez de mon travail en philosophie morale. J'ai écrit des centaines de pages, voire des milliers de pages, pour expliquer ce que pouvait être une morale sans Dieu, une morale laïque, quelle différence entre le relativisme et le nihilisme. Ça, ce sont des questions de fond. Sur le le prétendu choc des civilisations, je m'exprime en détail dans ce livre. Mais ça suppose qu'on prenne le temps. Le chapitre sur les civilisations, je crois, il fait 60 ou 70 pages. Je ne peux pas dire la même chose en 2 minutes à la télévision ou en 3 feuillets dans la presse écrite. Mais néanmoins, est-ce que votre devoir n'est pas de pousser le politique à l'acte, à l'action, un peu comme Bernard-Henri Lévy l'a fait sur la Libye, en partant de vos opinions et de vos convictions, d'être non seulement dans l'influence par des réflexions, mais dans l'exigence d'action du politique. Sinon, vous laissez les technos. Non, mais je le fais quand j'ai le sentiment d'être compétent. Par exemple, j'ai pris parti plusieurs fois, je me bats depuis 30 ans, pour qu'on légalise l'euthanasie et le suicide assisté. Parce que là, c'est un combat sur lequel je pense être compétent. Raté pour l'instant, raté pour l'instant, mais on ne gagne pas toujours. Inversement, sur la Libye, moi je n'ai pas condamné Bernard-Henri Lévy de prendre position là-dessus, mais je me suis bien gardé d'en faire autant parce que je ne me sentais aucune compétence. Et quand je vois l'essuie de l'intervention en Libye, je me félicite de ne pas avoir appelé à une guerre qui ne relevait pas de ma compétence et dont les effets me paraissent au moins discutables. André Comte-Sponville, ça montre quand même que les intellectuels ont un vrai pouvoir, l'histoire de Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que là, il a voulu sa guerre, il a eu sa guerre en Libye. Ils ont une influence, mais personnellement, prenons l'exemple de Sartre, qui est l'exemple emblématique. Tout le monde évoque Sartre sur son tonneau à Renaud-Billancourt. Moi, je préfère l'être et le néant. Et reconnaissons que la gloire de Sartre doit davantage à l'être et le néant. Enfin, les sa gloire, c'était pas neutre. Et ça, c'est sa gloire. BHL, j'ai moi, je préfère la version originale d'Heidegger. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et c'est tout le problème, c'est qu'on interroge toujours les philosophes sur des questions politiques, sociétales, plutôt que sur leur travail de philosophe. Nul n'est tenu d'aimer la philosophie, mais moi, ma passion et ma compétence, c'est la philosophie. C'est sur mes livres que j'ai envie d'être jugé et pas sur mes prises de position politique qu'il m'arrive d'exprimer publiquement. Mais ça n'est pas l'essentiel de mon métier. Mais c'est vos livres pour avoir un point d'influence dans la société, pour les exprimer. Vos idées, vous souhaitez les faire véhiculer, les faire partager, voilà. Donc vous souhaitez convaincre. Et pourquoi essayer de convaincre le politique qui, au final, dont vous dites qu'il a le pouvoir? Si les politiques avaient lu mon livre, le capitalisme est-il moral? Je pense qu'ils auraient une vision plus lucide de l'état de notre société. Mais s'ils ne lisent pas mon livre, je ne peux pas résumer en 2 minutes à la télévision une analyse qui demande 150 pages. Je ne demande pas mieux qu'être lu par les politiques. Quand ils m'invitent à leur colloque, j'accepte presque toujours, pour la gauche comme pour la droite, parce que je suis un intellectuel citoyen. Je ne suis pas un intellectuel engagé qui se soumettrait à une cause déjà constituée par ailleurs. Je suis un intellectuel citoyen qui participe au débat public dans les limites de ses compétences. Or, ces limites, elles sont strictes en matière géopolitique, en matière stratégique. Je ne m'en connais aucune compétence.
étonné par Et comme il s'agit de la vie et de la mort de nos soldats, je me garde bien de prendre position parce que je ne me sens pas responsable, pas compétent sur ces questions-là. S'agissant de l'euthanasie ou du capitalisme, j'ai dit très clairement ce que j'en pensais. Encore faut-il que les politiques prennent le temps de me lire. Or, vous savez très bien que les politiques n'ont pas le temps. Peu et très peu les philosophes. J'ai l'impression que vous parlez de choses très très différentes. Il y a le temps de la philosophie, de l'élaboration philosophique, le temps de l'écriture d'un livre qui est évidemment du temps long, et puis la réactivité permanente à une actualité qui ne cesse de se transformer, où là évidemment le philosophe a peu de place, parce que par définition le philosophe ne travaille pas sur le temps court. Mais donc là de toute façon ça ne peut pas se rencontrer. Le vrai problème, mais sur lequel la philosophie et les philosophes devraient s'interroger, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'espace qu'il soit ni dans le temps court ni dans le temps long, c'est-à-dire retrouver une forme d'agora où la pensée est une forme d'efficience, où la pensée soit à nouveau rehaussée, soit à nouveau entendue. C'est-à-dire que là, lorsque vous parlez je vous attaque pas du tout, parce que j'entends très bien que, évidemment, vous n'allez pas expliquer en 2 temps 3 mouvements sur une émission de télé qu'est-ce que vous pensez. Enfin, en revanche, lorsque vous parlez d'expertise, vous n'avez pas l'expertise, etc. Moi, je pense que évidemment que le philosophe n'a pas vocation à devenir un expert, parce que ça serait une rétrogradation tragique. Mais en revanche, le philosophe doit dépasser la problématique de l'expertise, non pas dans le fait qu'il saurait tout, mais dans le fait de dire il faut cesser avec l'expertise, parce que l'expertise n'a pas le dernier mot sur les choses. L'expertise n'est pas un jugement. Mais je le fais. L'expertise est juste un discours technique sur quelque chose, et en plus, la plupart du temps, très illégitimement soutenu. Oui, et donc le philosophe est là pour remettre une voix. Qu'est-ce que vous vous prenez? Non, parce que c'est pas vous en tant que tel. Je veux dire, continuons, c'est un pleutre, c'est un lâche. Non, pas du tout, parce que je trouve passionnant votre livre. Un mot là-dessus. Moi, je le fais, mais de préférence dans la presse écrite plutôt qu'à la télévision. Si on prend l'exemple Finkielkraut, Onfray, Régis Debray, et j'ai de l'estime et de la sympathie pour les trois. Mais moi, je dis pas qu'il faille faire ça. On ne parle de pratiquement que pour leur prise de position à la radio ou à la télé. C'est quand même un rôle d'exercice. Attendez, à l'inverse, j'écris tous les mois dans Challenge sur l'actualité. J'écris tous les 2 mois dans Le Monde des religions, qui est un bimestriel, et à chaque fois, je m'exprime, y compris sur les questions de l'heure. Mais l'avantage, quand on écrit régulièrement, c'est que ce qu'on n'a pas dit d'un article, on le dira le mois d'après. Mais vous devez aller engager avec les lecteurs un débat de fond. Je me méfie davantage des interventions à la télé ou à la radio où on n'aura jamais le temps d'aller au fond des choses. La parole à Géraldine Mühlmann. Enfin, c'est quand même incroyable ce procès en non-engagement ou insuffisant engagement que vous faites à ce pauvre... Mais c'est parce qu'on veut qu'il fasse plus. André Comte-Sponville. On ne parle pas de la même chose du tout. Aucun d'abord, je vais juste dire que je pense que la question de l'engagement est une question très profonde et très compliquée. Elle n'est en rien réservée aux intellectuels. Et les philosophes n'ont pas à rendre plus de compte sur leur prudence ou leurs envies de se retirer par moment. Oui, l'excuse de l'incompétence... Donc déjà, on arrête ça. L'excuse de l'incompétence est friable. Non, mais incompétence partielle. Vous préférez des gens qui se sentent compétents toute la journée? Non, mais si on parcellise, dans un monde extrêmement technique, il y a des experts en tout, et on est tous incompétents dans 99% des domaines. Donc c'est se retirer du monde, pour dépasser ça. Pour critiquer ça. Et oui. Non, mais pour donner des directions. Il est là pour faire de la philosophie. D'abord, justement. Non, il faut aussi qu'il donne des directions. Surtout un philosophe moral. Bah oui. Non, pas des directions, mais il est obligé de se coltiner avec son temps. Mais sinon, qui va les donner? Tout est politique. Il veut de la norme, tout le monde veut de la norme. Vous voyez, c'est la nouvelle demande. Le philosophe n'a pas le choix de l'agora. Platon, c'était oral, donc on parlait lui, en marchant. Pas ça du tout, les livres ont eu leur temps. Aujourd'hui, l'agora, ce sont ces médias audiovisuels aux contraintes terribles. Vous devez d'y aller. Sinon, vous fuyez la gloire de votre Que je sache, j'ai le droit de préférer la presse écrite et d'écrire tous les mois dans le même journal. Je ne peux pas vous en blâmer. Que dans 10 journaux. Mais vous devez aller en plus. Je pense au contraire de vous, Christian Barbier, que la presse télévisuelle et radiophonique n'est pas du tout le lieu de l'agora. Je crois que précisément, c'est là où la réflexion du philosophe doit Moi, je pense que c'était le moyen terme dont vous parliez tout à l'heure. C'est là qu'est le peuple. Chacun son tour. Non, mais un exemple révélateur. Dans mon dernier livre, il y a 10 chapitres, dont un seul, mais un quand même, sur la politique. Un autre sur la question des civilisations.
quand on m'invite à la radio ou à la télévision, on ne me parle que de politique. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, en gros, la question tourne autour de la politique. Alors, la politique est une chose très importante. J'ai 1000 fois condamné l'apolitisme, L''. Il faut faire de la politique. Mais de là à réduire le travail d'un philosophe à la défense de ses opinions politiques, qui ne sont que des opinions. Pas de la parce philosophie, qu'encore une fois, L'être et le néant, c'est un livre génial. Les opinions politiques, ça dépend pour c'est qui, des opinions qui ne valent pas mieux que celles de n'importe qui. Voilà. Et donc j'ai mes opinions comme tout le monde. Il se trouve que j'ai aussi une philosophie. Je préfère travailler ma philosophie plutôt qu'accabler les téléspectateurs de mes opinions. Mais c'est pas seulement de la politique. Vous le dites, vous avez découvert la philosophie en cherchant le sens de la vie quand vous étiez enfant. Et le philosophe aujourd'hui doit aussi nous donner cela, le sens de la vie. D'abord, je ne pense pas que la vie ait un sens. Donc c'est un premier point. Et je pense que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, ma réponse, c'est oui. Ah oui, quand même. Ouais. Mais pas parce qu'elle a du sens. Pas parce qu'elle a du sens. C'est à nous de lui donner Alors du sens. Pourquoi ? Vous savez, un jour, quelqu'un demandait à Paul Valéry, le poète, pourquoi il n'écrivait pas de roman. Paul Valéry a répondu « Je n'écris pas de roman parce que je m'interdis d'écrire une phrase comme « La marquise sortit à 5 heures ». Cette phrase-là, elle a du sens. Eh bien, si ma vie avait autant de sens que la marquise sortit à 5 heures, je serais bien avancé. Cette phrase a du sens, elle n'a pas de valeur. Elle n'est pas belle, elle n'est pas forte, elle ne mérite pas la peine d'être écrite. La question n'est pas de savoir si la vie a du sens. Que pourrait-elle vouloir dire? La vie n'est pas un récit. La question est de savoir si la vie a de la valeur, si elle vaut la peine d'être vécue. Ma réponse est oui. Et là-dessus, j'ai écrit à peu près 25 livres, si vous voulez. Dans ces 25 livres, il y en a 2 ou 3 où il est question longuement de politique. Mais ça n'est pas pour moi l'essentiel. De même que la morale n'est pas le tout de mon travail. Pour tout vous dire, la métaphysique m'intéresse au moins autant. La spiritualité m'intéresse plutôt davantage. Mais comme j'appartiens à une génération qui avait prétendu évacuer la morale, je me suis battu, mais il y a fort longtemps, pour réhabiliter philosophiquement la morale. Ce travail, maintenant, pour moi, est fait. Je me bats davantage maintenant pour réhabiliter la politique. Parce que le paradoxe, c'est que je passe mon temps à expliquer aux gens qu'il faut arrêter de taper sur nos politiques. Parce qu'il est urgent de réhabiliter la politique et on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Et ce que je reproche à certains des intellectuels polémistes, c'est justement d'avoir ce rejet, ce mépris trop facile pour les politiques. Un nom, 2 noms. Non, mais Debray, Finkielkraut, Onfray, encore une fois, ils ont du talent tous les 3. Mais à force de cracher sur les politiques, on dévalorise l'idée même de démocratie. Il faut rappeler qu'en démocratie, on a en gros les hommes politiques qu'on mérite. On ne fera pas croire que la France est un pays de 60 millions de grands esprits gouvernés par un carteron de lâches et d'imbéciles. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vraisemblable. Et donc réhabilitons la politique, oui, et encore une fois, je ne cesse de le faire et dans mes livres et dans plusieurs de mes articles. Il n'en reste pas moins que si tout est politique, la politique n'est pas tout et ce n'est pas dans ce domaine-là que je me sens le plus compétent. La philosophie m'intéresse davantage, y compris la philosophie politique. Alors, mesdames, messieurs, il est difficile d'en faire à la radio ou à la télévision. Mesdames, messieurs, nous sommes donc à Waterloo et Napoléon Comte-Sponville est à la peine. Je vais demander à Grouchy, c'est-à-dire en fait à Géraldine Mühlmann, de venir à sa rescousse. Alors, je pense que c'est sur un autre terrain que j'aimerais savoir si vous avez des combats. Parce que le philosophe, il peut avoir des combats. Et là, je vous soutiens pleinement. On n'est pas obligé d'aller dans l'arène politique telle qu'elle est ou même d'en construire une autre. Vous pouvez avoir vos combats. C'est ce que j'appellerais la dimension critique de la philosophie. Vous vous référez beaucoup aux épicuriens. Les épicuriens antiques dénonçaient ce qu'ils appelaient les simulacres. Alors, bon, je vais simplifier. Les illusions, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, les simulacres, c'était des pensées fausses et qui brassaient du vide, mais qui étaient très présentes en leur temps. Et finalement, la question, enfin, certaines formes d'idées de Dieu qui font souffrir les hommes, disaient les épicuriens, il faut les combattre et les combattre philosophiquement. Donc, puisque vous vous réclamez de ce pan-là de la philosophie, je voudrais savoir quels sont les simulacres aujourd'hui que vous combattez. Alors d'abord, les épicuriens ne condamnaient pas les simulacres. Non, ils les dénonçaient, les décryptaient. Moi, je mène des combats. J'évoquais l'euthanasie tout à l'heure. Mon combat politique, disons-le clairement, c'est celui d'un libéral de gauche. Autrement dit, je me bats contre une gauche archaïque qui n'a pas pris en compte la mondialisation et ce qu'elle change à la situation. Je me bats, comme depuis 40 ans, contre la droite. Bref, mon combat politique, celui d'un libéral de gauche, c'est de soutenir le gouvernement actuel. Je fais partie des rares qui le soutiennent encore. C'est vous, alors. Mais ça, c'est mon combat de citoyen, c'est mes opinions politiques. Elles n'ont pas plus d'intérêt ni d'importance que les opinions de n'importe qui. Justement, je vous
demander si philosophiquement, il y a des grands concepts, des écoles, des thèmes que vous combattez fortement. Je me bats contre deux fronts. D'un côté, le dogmatisme, y compris dans sa version fanatique. Oui. De l'autre côté, le nihilisme. Et mon idée, c'est que le pire que nous puissions craindre, c'est que nous n'ayons rien d'autre à opposer au fanatisme des uns que le nihilisme des autres. Parce que là, nous sommes foutus. Et ce que je pense sous le concept de relativisme, et là encore, il faudrait du temps pour en parler, c'est quelque chose qui permet d'échapper à cette alternative. Ceux qui prétendent posséder en propre l'absolu, les fanatiques, et ceux qui prétendent que tout se vaut et donc que rien ne vaut. Eh bien, ce combat pour une ligne relativiste en philosophie, mais aussi en politique, il faut du temps pour l'expliquer et il est plus facile de le faire dans des livres, là encore, que sur des plateaux de télévision. Alors, André Comte-Sponville, si je peux résumer, donc, il n'y a pas de pouvoir intellectuel en France. La réponse à des influences qui sont multiples et contradictoires. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que l'influence, c'est le mode moderne de gestion du pouvoir, puisqu'il n'y a plus de pouvoir vertical et que tout est un jeu d'influence. La France n'a plus de pouvoir en Europe, mais elle a beaucoup d'influence. Les intellectuels n'ont plus de pouvoir, mais ils ont de l'influence. On est passé dans un monde horizontal où, comme ça, les blocs tectoniques avancent comme ils peuvent, comme une banquise qui se défait. Bon, vous avez la parole. Pour réformer un pays, on a besoin de pouvoir. Et c'est pourquoi, encore une fois, il faut arrêter de cracher sur nos politiques en général et sur ceux qui sont au gouvernement en particulier. L'influence, c'est l'orpheline du pouvoir. Alors, Christophe Barbier, alors vous publiez donc ce dictionnaire amoureux du théâtre. C'est un livre très impressionnant. Il y a tout sur le théâtre. 50 000 entrées, enfin, c'est incroyable, plus de 1200 pages, je crois, enfin, c'est fou. Et évidemment, il y a un rapport entre le pouvoir et la politique. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est la deuxième question de cette émission, c'est y a-t-il un pouvoir politique en France, hein, Et d'ailleurs, c'est une question qui est souvent posée par les politiques eux-mêmes. Mais il y a une tendance à la théâtralité qui a plutôt grandi ces dernières années, et c'est au détriment du pouvoir. Elle a grandi, cette tendance à la théâtralité, de par les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus gagner une élection majeure dans ce pays sans être le maître de l'art télévisuel. Il faut être le meilleur tribun à la télé. Ce qui veut dire être fort en plateau, en débat, et être fort dans les meetings qui sont retransmis à la télé. Donc ça a repensé, reconfiguré la théâtralité du pouvoir, et notamment ça a permis à des candidats, peut-être pas très bons présidents, mais très bons tribuns, de l'emporter sur ceux qui étaient peut-être les meilleurs dans l'exercice de l'État, mais qui, hélas, pour eux, n'étaient pas assez cabots ou pas assez puissants en scène. En revanche, je pense qu'il y a toujours eu une théâtralité de l'exercice du pouvoir et que de ce côté-là, rien n'a changé. Elle est héritée de l'Ancien Régime, avec ses rituels, son décorum. C'était vrai sous César aussi. Hein, C'était vrai sous César aussi. Il y a une pérennité de cela que la France, parmi les démocraties, a particulièrement conservé. Quand vous allez dans des démocraties laïques, pour dire vite, ou en tout cas désacralisées, par exemple l'Europe du Nord, on a détruit tout ce qui faisait l'apanage, le décorum du pouvoir. Le Premier ministre est en vélo, donc il n'a pas de pouvoir, par exactement. Voilà, c'est Borgen, la série télévisée sur le Danemark. Et donc il y a un président en vélo. Il n'y a plus de théâtralité. Le nôtre a un moteur, il a un scooter. C'est déjà un peu plus. Et il a un casque. Il vélo, donc il a un costume. Celui d'avant aussi faisait du vélo. Mais il faisait du vélo théâtral. Parce qu'il faisait du vélo en glorifiant Lance Armstrong et puis en expliquant qu'il était le meilleur pour franchir l'école. Le vélo n'était pas un vélo modeste à la scandinave, c'était un vélo d'exploit. C'était, regardez, je suis Jacques Anquetil, je suis pas Poulidor. Et donc le vélo était un instrument de la théâtralité. Et on a préservé ça plus que les autres. On n'est pas les seuls. Je pense que les États-Unis, avec un autre patrimoine, ont préservé cette théâtralité extrêmement communicante. Mais nous avons, nous, cela. Il suffit de regarder le défilé militaire du 14 juillet. À part de temps en temps les Russes, les Chinois ou les Coréens du Nord, plus personne ne fait des défilés. Où est le pouvoir là-dedans? Il y a pas de pouvoir. Il y a la théâtralité du pouvoir, mais le pouvoir dans le défilé du 14 juillet, il est au bout des canons. Le président français peut envoyer des troupes, le président français peut appuyer sur le bouton nucléaire. Et il le fait d'ailleurs, enfin il envoie des troupes, il n'appuie pas sur le bouton. Oui. Voilà. Il n'appuie pas sur le bouton, mais il a cela, il a le feu nucléaire dans la main, ça sacralise quand même le vote, et ça donne quand même un côté jupitérien, donc très théâtral, à ce pouvoir-là. Robert Rivaton. Non mais pensez-vous qu'il y a encore du pouvoir quand un président dit c'est compliqué, que c'est difficile, je ne sais pas si on va y arriver, et qu'il y a une sorte d'éculture de l'excuse. Il parle vrai aussi. Oui, de culture, de l'excuse ou de l'irresponsabilité. Pourquoi il y aura encore du pouvoir à ce niveau-là? Le problème, c'est que l'échec sur les dossiers majeurs, le chômage notamment, a mis le virus de l'impuissance chez le politique. Et que donc, comme le politique ne songe qu'à sa réélection, qu'il ne peut pas y arriver par le triomphe et les résultats qu'il a obtenus, il va y arriver par la culture de l'excuse. Donc et ça, en effet, c'était très pervers. Si le chômage remonte, ce sera à l'inverse la restauration de la puissance? Si le chômage baisse, donc si l'emploi remonte. Oui, pardon. Voilà.
C'est aussi simple que ça, franchement, Christophe. Non, parce qu'évidemment, pas dans ça, notre non. démocratie ultra-médiatisée, tout de suite, dès que le chômage baisse, on explique, bah non, il y a eu les radiations, c'est les emplois aidés, c'est la croissance mondiale, oui, on a trouvé du gaz de schiste, donc ça baisse et on embauche à Maubeuge. Et donc évidemment, le politique est dépossédé même des éventuels mérites qu'il a pu obtenir. La seule chose... C'est pour ça qu'il faut écouter André Comte-Sponville, il faut arrêter de chose leur que taper fait dessus. le pouvoir, hein. c'est de creuser la dette. C'est de creuser la dette. Ça, évidemment, c'est le pouvoir qui décide que la France emprunte ou n'emprunte pas. Donc finalement, cette dette immense que l'on creuse comme une tombe nationale depuis tant d'années, c'est la seule chose que l'on reconnaît dans l'exercice du pouvoir, à part le pouvoir militaire, mais qu'on exerce aussi avec modération, et c'est tant mieux. C'est de creuser la dette. C'est le déficit public. C'est pour ça que les politiques en abusent. C'est leur dernier pouvoir. Depuis le temps que vous vous intéressez à la politique, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que vous êtes jeune, vous avez assisté quand même à un incroyable affaiblissement du pouvoir politique. Et c'est pas de sa faute. Pas seulement de sa faute, comme vous le dites. Il y a un affaiblissement qui le grandit. C'est qu'il a accepté ce pouvoir politique de transférer de la souveraineté à des dimensions qui sont supérieures à la nation. Et donc de créer le monde de demain. Bien entendu, l'Europe fédérale est une nécessité. On n'y va pas vite, on y va en hoquetant, on est plus près du fossé que de l'autoroute, mais avoir dit que l'Europe était notre avenir, c'est une décision de transfert de souveraineté qui abaisse, qui diminue le pouvoir français, mais qui était fondamentale. En revanche, on a perdu aussi du pouvoir pour des raisons qui sont moins nobles, et notamment l'extrême lâcheté, l'extrême sens du marketing, qui fait que ne pensant qu'à sa réélection, on va truquer ou fausser ses décisions, puisqu'à chaque fois, ça sera combien ça me rapporte en voix, et non pas comment ça change ou améliore le pays. C'est pour ça qu'il faut passer au mandat unique. C'est une chance de restaurer le pouvoir, c'est d'en avoir que pour 5 ans et après on passe à autre chose. Allez-y, Mazarine Pinjot, n'ayez pas peur de Christophe Barbier. Posez vos questions. Je n'ai pas peur de Christophe Barbier. D'abord, je suis d'accord pour restaurer le mandat unique. On fait un peu de politique là ? Mais 7 ans, parce que 5 ans, c'est trop quoi. Bon, ça, c'était ma proposition pour les présidentielles, car je me présente. C'est officiel aujourd'hui. Enfin, il était temps. Non, alors, vous avez raison de dire que les politiques, ça baisse à plaire. Okay, mais ça baisse à plaire parce qu'ils ont un interlocuteur en face que sont les journalistes. Et les journalistes n'ont de cesse de remettre les politiques dans cette logique de plaire. Donc, ils sont méchants. Ils n'ont pas... Ils ne sont pas méchants, ils n'ont pas le sens du sacré. Méchants journalistes. Les journalistes sont un peu en train de casser leur poule aux œufs d'or. Parce que quand les politiques ne seront vraiment plus rien... Mais que vont faire les journalistes ? Alors, ils n'ont pas en face d'eux les journalistes. Ils ont en face d'eux l'opinion. Non, mais alors l'opinion. Alors, il faut m'expliquer ce que c'est qu'une opinion, à part des sondages d'opinion eux-mêmes interprétés par des journalistes. Le journaliste n'est qu'un médiateur que le politique. Très bien ce Christophe Barbier. Le politique désormais domine et souvent manipule parce qu'ils ont été très bien. Ils ont fait des médias training. Par ailleurs, ils savent que le journaliste n'est pas expert de tel ou tel dossier, donc ils piègent le journaliste techniquement. Le journalisme, c'est expliquer des choses qu'on ne comprend pas. Et voilà. Et même en inventer, c'est ça qui est formidable. C'est juste un peu enquêter aussi. C'est juste un peu enquêter aussi. Oui, mais dans cet exercice du débat ou de l'interview, c'est très compliqué. Et l'homme politique ne s'adresse qu'à l'opinion qui est derrière. Je vais sur telle radio, qui écoute ? Oui, mais parce que c'est médiatisé. On a tendance aujourd'hui à oublier la médiatisation. On va sur le net, on a l'impression qu'on est en contact avec le réel alors qu'on est dans une surmédiatisation. Nous sommes dans une crise de la médiation. Oui, mais qui s'oublie. C'est-à-dire que les électeurs se disent j'ai plus besoin de journalistes, je regarde les blogs des politiques, je les écoute, puis je donne mon avis. Plus besoin de journalistes. De la même manière, les politiques se disent on n'a plus besoin de journalistes. On va parler directement au peuple grâce aux médias directs, aux médias ils le font pas immédiats. Vraiment, après, pour se faire élire grâce à Twitter, c'est plus compliqué. J'aimerais quand même entendre maintenant l'avis de Robin Rivaton. On commence par vous et ensuite André Comte-Sponville. Vous disiez que tout à l'heure, votre pouvoir face aux politiques était très limité parce qu'en fait, il y avait une sorte de déséquilibre de technicité entre vous deux et qu'ils avaient une sorte de maîtrise de la technique qui vous dépassait. C'est un argument qu'on peut entendre, mais est-ce que vous n'avez pas une seconde limite qui est celle de votre actionnaire, in fine, et à la fin des personnes qui dirigent les médias aujourd'hui ? Oui, les médias ont un problème d'actionnariat depuis toujours. Nous n'avons pas réussi dans ce pays à développer des grands groupes de presse qui ne font que ça. Donc soit les journaux appartiennent à des industriels qui parfois dépendent de commandes de l'État. Enfin, il y a eu, il n'y a plus. Il y a eu des tentatives, il n'y a plus. Soit ils dépendent d'industries très prospères, par exemple les industries du luxe, et donc là c'est plus le pouvoir des annonceurs qui peut être mis en question. Soit on est, et c'est le cas en ce moment de plusieurs journaux, Le Monde et l'Obs, l'Express, on est avec un néo-capitalisme qui est dans les télécommunications.
dont on peut considérer d'ailleurs que c'est bon parce que c'est là où il y a de l'argent, donc ça va pouvoir peut-être donner des investissements à ces médias, mais ça pose le problème, en effet, d'accompagner ce projet capitaliste. Alors, ce qui est quand même un formidable progrès, c'est qu'aujourd'hui, toute intervention éditoriale, dans l'éditorial d'un actionnaire, elle sort tout de suite. C'est-à-dire, il y a un tweet, il y a un blog, il y a le canard enchaîné, il y a Internet, et ça se retourne avec une violence incroyable contre l'actionnaire. Si l'actionnaire appelait en disant, dites donc, je réfléchis, finalement, on ne va pas soutenir machin, on va soutenir bidule, ou bien sûr, tel sujet, bien sûr, votre édito, vous dites ça, ça se retourne contre l'actionnaire avec une telle violence, ça le frappe au cœur même de son business, c'est-à-dire son image. Et ce capitalisme a un talon d'Achille, c'est que l'image des patrons, leur image publique, et on connaît tous leur nom et on connaît tous leur tête, eh bien, leur image, c'est leur talon d'Achille. Il ne faut surtout pas y toucher. Donc, ils sont obligés de respecter la liberté éditoriale. Donc, le pouvoir, c'est l'opinion publique. Et l'opinion publique est elle-même tenue par les journalistes. Et non, l'opinion publique, c'est cette addition d'individus qu'on évoquait tout à l'heure. Et cette opinion publique, pour se construire autrement que dans des phénomènes de foule, elle a besoin de médiation, celle des profs, celle des intellectuels, et un peu aussi celle des journalistes dans ce flux quotidien d'actualité. Bon, alors, il n'y a pas de pouvoir intellectuel, on a compris. Il y a quand même un pouvoir politique, non ? Vous allez dire c'est le peuple encore. Non, je dis que le pouvoir politique, ce sont les représentants du peuple élus à la majorité. Qui croit à ça? Mais ça, c'est la démocratie représentative, elle est en crise. Oui. Non, mais c'est plus compliqué, vous le savez très bien. Le fond du problème, c'est qu'en effet, le pouvoir des politiques, y compris ceux qui sont au gouvernement, est fragilisé pour les raisons qu'évoquait Christophe Barbier, mais aussi du fait même de la mondialisation. C'est que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, problèmes économiques, écologiques, sociaux, ils sont mondiaux. Alors que les moyens d'action politique n'existent qu'à l'échelle nationale, ou dans le meilleur des cas, à l'échelle continentale, si on pense à l'Europe en construction. Si bien qu'un déphasage s'est creusé entre l'échelle mondiale des problèmes et l'échelle nationale ou continentale des solutions éventuelles apportées à ces problèmes. Comme on ne peut pas sortir de ce déphasage, qui est mortifère pour la politique, comme on ne peut pas en sortir en renonçant à la mondialisation des problèmes, parce que ça serait tourner le dos à l'époque et au réel, on ne peut en sortir qu'en se donnant les moyens d'une politique mondiale. Je ne dis pas d'un État mondial qui ne me paraît ni possible ni souhaitable, mais d'une politique mondiale, une politique à l'échelle du monde, ce qui passe par des négociations entre États, des rapports de force, des compromis, des traités parfois. Bref, on n'a pas besoin de moins de mondialisation économique, on a besoin de davantage de mondialisation politique. Et c'est pourquoi l'Europe est une nécessité. Et l'Europe fédérale, j'en suis d'accord, parce que la France n'est pas à l'échelle des problèmes mondiaux qui sont les nôtres. Voilà, arrêtons de tourner le dos, de refuser la mondialisation économique. Il ne sert à rien de refuser le réel. Donnons-nous les moyens d'une action politique à l'échelle du monde. Pour nous, en France, ça passe par une Europe fédérale. Voilà un autre combat pour lequel je me bats depuis une bonne trentaine d'années. Ismar avec un sort de sale gosse, Robert Rivato, quand vous parlez, pourtant... C'est impossible. C'est l'argument des politiques. Non, vous êtes d'accord ? C'est l'argument des politiques de dire que l'impuissance est partout et l'impuissance est dans la mondialisation, donc on ne va rien faire parce qu'on ne peut rien faire si ce n'est à s'entendre à 192 pays dans le monde, ce qui est absolument impossible. Et donc on sent bien que effectivement l'impuissance est infinie. C'est pas impossible. On s'est entendu avec les Nations Unies pour le monde post-45. On peut s'entendre pour un nouveau monde. La seule chose sur laquelle on a réussi à s'entendre, c'est les gaz des réfrigérateurs qu'on a supprimés en 1992 au protocole de Montréal. C'est le seul traité qui a fonctionné sur les 30 dernières années. Donc on peut, et c'était bien, c'est très utile. Ça a permis de boucher une partie du trou. Pour qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale, c'est déjà bien. Oui, et on a fait l'Europe, ce qui n'est pas rien. On peut se satisfaire. Mais les autres pays, pendant ce temps-là, ils avancent, les autres pays changent. Les autres pays, dans ces pays, il y a des gens qui ont une vie, il y a plein d'habitants. Et cette vie-là, elle change parce que leurs politiques ont un pouvoir, leur politique change. Et leur politique ne se défausse pas seulement en se disant c'est la faute à la mondialisation, c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute au levier monétaire qu'on a abandonné. Le politique français a construit les murs de la prison dans laquelle il prétend être enfermé aujourd'hui, dans laquelle il se plaint d'être enfermé. Donc il ne faut pas seulement dire que c'est la faute à la mondialisation. Je pense que c'est un argument beaucoup trop facile pour moi. Je n'ai pas dit c'est la faute à la mondialisation. Je dis il faut que la politique soit au niveau des problèmes mondiaux qui sont les nôtres. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a rien à faire en France. On en est d'accord. Tout à faire. Et je pense en effet, de ce point de vue, que ce que vous dites dans votre livre est vrai, les Français ont compris que la France avait besoin de réformes et que seul un pouvoir politique peut le faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pouvoir. Parce que le peuple, c'est formidable, mais en quelque chose, c'est une abstraction. C'est la démocratie qui réalise cette abstraction en exerçant, en donnant le pouvoir à quelqu'un, à un groupe ou à un parti. Et c'est pourquoi, encore une fois, réhabiliter le pouvoir, ça fait partie des combats à mener. En France, dès que quelqu'un semble aimer le pouvoir, on a
sentiment que c'est déjà un péché. Mais que vaudrait la démocratie sans pouvoir? Le pouvoir du peuple a besoin d'un pouvoir qui s'exerce. Vous voyez, on devrait pouvoir vous entendre plus souvent sur ces thèmes. C'est intéressant, ça. Notre pays souffre davantage d'un défaut de pouvoir que d'un excès de pouvoir. Que pour quelques petits chefs qui existent ici ou là, il y a des milliers de lâches et de démagogues qui n'osent pas exercer le pouvoir qu'on leur a confié. Eliette avec Assis. Alors, Christophe Barbier, dans votre dictionnaire amoureux du théâtre, vous vous dévoilez beaucoup. C'est un livre très personnel. Vous dites que vous détestez Racine. Enfin, on a tous vos goûts théâtraux. Mais à travers ça... C'est un grand tort, d'ailleurs, mais bon. Oui, je trouve aussi. À travers ça, donc en fait, vous évoquez votre passion du théâtre. Et le théâtre, c'est toute votre vie. Et vous avez une phrase, vous dites « La politique est généreuse avec les auteurs, leur fournissant personnages et situations, mais aussi l'audace propre à l'ambition, ce carburant de l'action et la matière même du théâtre, le mensonge. » Je crois qu'on pourrait remplacer auteur par journaliste. Est-ce que pour vous, la vie est une comédie, la politique est une comédie? Et est-ce que, à force de théâtraliser la politique, effectivement, c'est pas au détriment du politique et d'une certaine vérité? Oui, incontestablement. Si on ne voit que la théâtralité ou si on la surestime, on finit par trop la dénigrer et nuire à l'exercice même de la politique. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de comédie dans la politique, mais il n'y a pas que ça. Sinon, en effet, on la détruit, on la dilue. Mais c'est ce qui semble vous fasciner. Vous dites Le Pen, c'est les Atrides, voilà, ça vous me parlez fascine, des femmes du président. Ça me fascine parce que c'est mon métier et que si je ne me drogue pas à cette théâtralité de la politique, elle m'épuise, elle m'use, elle m'aurait déjà fait rendre les armes. Ce qui fait que chaque matin, je trouve la vie politique passionnante, c'est cette théâtralité. Et c'est en effet les Atrides de chez Le Pen, c'est en effet... Qu'est-ce qu'il en est du politique? Alors, ensuite, il y a heureusement des moments dans l'exercice de notre métier de commentateur politique où on s'éloigne des épisodes, savoir si Iago va avoir la peau d'Othello, ou si Richard III va arriver au sommet ou pas. Et on vous mettrez les noms On dirait un article politique, oui. Voilà. On s'éloigne de ça pour se dire, voilà, sur tel thème, là, il faut arrêter avec le théâtre. Oui, parce qu'il y a un vrai débat important pour la société. Par exemple, j'ai multiplié vainement les éditoriaux pour réclamer, comme André Comte-Sponville, une vraie loi sur l'euthanasie. Qu'enfin on fasse ce progrès éthique. Et là, il n'y a plus de théâtre. Géraldine Mühlmann. Néanmoins, il ne faut pas aussi omettre le plaisir français du roman politique. Et roman ou théâtre, c'est la même chose. Géraldine Mühlmann. Vous ne connaissez jamais l'ennui? Avec la vie politique, jamais. Et dans ma vie personnelle, non plus. À jamais. Avec la vie politique, je voulais dire. À jamais. Je trouve que la force de notre vous êtes une civilisation politique... Parce que beaucoup de gens sont très ennuyés. Ça ne vous a pas échappé. Oui, alors les Français sont plus que dans l'ennui, sont dans le rejet, parce que ce qu'ils attendent de la politique, c'est la résolution de leurs problèmes. Ils ont bien raison de détester les politiques, voire la politique, et à travers d'ailleurs au milieu les journalistes politiques, parce que ça échoue depuis 40 ans. Ça, je le comprends tout à fait. Moi, le récit de la conquête du pouvoir et de l'exercice malheureux pour l'instant du pouvoir, suffit à mon bonheur de spectateur. Pour reprendre l'image de Waterloo, quand on est Fabrice Del Dongo, on se contente de cela. Que dis-je? On vit de cela, on est dans le bonheur permanent. Jamais je ne me suis ennuyé avec notre vie politique. Alors maintenant, on va passer à Robin Rivaton, le petit jeune, l'économiste le plus optimiste, le seul économiste optimiste de France. Ça va aller mieux, on va retrousser ses manches, hein, la France est prête. Alors, qui détient aujourd'hui le pouvoir économique en France? C'est la question à 1 000 € que je vous pose. Le pouvoir économique en France, il est quand même essentiellement tenu par les chefs d'entreprise, effectivement, mais ils sont dans un environnement contraint, un environnement qui est fait de règles dans lequel ils ne peuvent pas tout. Et quand on voit un patron d'un syndicat patronal dire qu'il va créer 1 million d'emplois et qu'il est incapable de tenir sa promesse, c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, il y a un pouvoir politique qui ne lui met pas forcément des bâtons dans les roues, ce serait un peu dur, mais ne lui donne pas l'impulsion suffisante pour le faire. Et donc, enfin, chacun se revoit la balle, quoi, hein, c'est tout. Oui, sans doute, il y a sans doute une absence de responsabilité dans les deux camps. Mais le pouvoir économique ne peut être exercé que dans un cadre qui est lui-même fixé par l'État. Et ce cadre fixé par l'État aujourd'hui, c'est un cadre qui, à mon avis, n'est pas suffisamment profitable pour que les entreprises puissent complètement exercer leur pouvoir, exercer leur capacité de production de richesse. Et ce cadre-là, il a changé. Complètement? Non. Non, il y a eu du mieux ces derniers temps, quand même. Il y a eu du mieux, oui, il y a eu du mieux, effectivement. On va dans une direction qui peut être pas mal, mais la question c'est, le pouvoir, qu'est-ce que c'est au final? Le pouvoir, c'est décider. Ça veut dire d'abord décider. Pourquoi on parle de décideur public et de dirigeant d'entreprise? C'est parce que le décideur, c'est celui qui choisit, qui retranche et qui à un moment fait des choix. Et ces choix, aujourd'hui, ils ne sont pas assumés.
On n'a pas de choix politique, il n'y a pas une vision économique, il n'y a rien qui ne suit. Quand on parlait tout à l'heure du rôle du philosophe dans la politique, je pense que c'est là, du philosophe ou même du penseur, c'est là qu'il doit réussir à proposer une vision et un cap. Aujourd'hui, il n'y a pas de cap. Le seul cap qu'on nous propose sur les dernières élections présidentielles, c'est la réduction du déficit budgétaire. Est-ce que c'est un cap? Est-ce que c'est un choix? Non. Alors, c'est Géraldine Mühlmann qui va vous passer à la question maintenant. C'est un privilège. Donc, vous dites que le pouvoir politique peut encore des choses. S'il le voulait, il pourrait, c'est ce que vous dites. Et il se cherche tout le temps des excuses par rapport à l'économique. Alors, j'entends, d'un point de vue libéral, vous donnez des voies d'action possibles qui impliquent quand même que le pouvoir politique peut-être donne des règles, mais lui-même n'agisse pas, disons, en premier ressort. C'est la définition d'une politique libérale, de se mettre un petit peu en retrait. Est-ce que de l'autre côté, parce qu'on va parler en général, une politique qui se voudrait plus combative, par exemple, à l'égard, au hasard de la finance, disons, d'un certain mode de fonctionnement de l'économie que tout le monde, enfin, qui inquiète pas mal de monde, pas seulement des gens de gauche, la financiarisation de tout un tas de secteurs économiques, etc. Est-ce que si on voulait vraiment faire quelque chose contre cela, la finance, on le pourrait? Encore une fois, c'est la question des champs de bataille. Est-ce que je vais aller me porter sur un champ, quand il y a une menace mondiale, et vous parlez de la financiarisation du monde, pourrait parler du terrorisme, on pourrait parler par exemple de la crise des migrants. Effectivement, la réponse politique à ces crises, il y a une petite part de réponse locale, mais la réponse, elle est évidemment au niveau supranational. Et donc, on ne peut pas prétendre pouvoir répondre contre... Donc là, ils sont impuissants. Là, vous le reconnaissez. L'impuissance publique dans ces cas-là l'impuissance publique dans ces cas-là est légitimée. Mais face à ça, peut-être 5% des problèmes. Il y a 95-90% des problèmes qui peuvent avoir un impact très concret sur la vie quotidienne des Français, des gens qui sont le peuple dont on parlait tout à l'heure, mais qui sont des citoyens qui vivent, qui consomment, qui au final ont un rôle d'acteur économique au quotidien. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour faciliter. Quand vous avez un David Cameron qui affronte les mêmes problématiques que notre président actuel, qui affronte des problématiques de financiarisation, qui affronte des problématiques de mondialisation, quand il aide à remettre au travail 4 millions de le citoyens Premier ministre anglais. britannique. 4 millions. Ouais. Ces gens-là, ça leur a un impact concret sur leur vie. Ces gens-là ont l'impression que le pouvoir peut quelque chose. Ces gens-là ont l'impression que les choses changent. Et ce sentiment-là en France, c'est grâce au pouvoir politique. Vous ne dites pas, comme on l'a dit au début de cette émission, quand les choses vont bien, souvent on dit « Ah bah c'est pas le politique, c'est les lois de l'économie ». Et quand ça va mal, on dit bah, « Ça c'est la faute au politique ». Évidemment qu'il y a un rôle de la conjoncture. La conjoncture, on la décide pas, mais cette conjoncture-là, elle existe. Par exemple, au début de l'année, on nous prétendait que toutes les vannes étaient ouvertes, qu'il y avait le taux du crédit était en train de descendre, la baisse du prix de l'euro, la chute du pétrole. Bref, tout était ouvert pour avoir la meilleure solution possible. Au final, on va finir à la fin de l'année. Mais vous les choses auront été relativement médiocres. Si jamais le chômage baisse, vous direz ah ben voilà, c'est grâce aux politiques en France. Ah ben bien sûr. Quand vous faites 400 000 contrats aidés et que vous donnez des pseudo-contrats à des jeunes employés pour les sortir des statistiques du chômage, bien sûr, vous avez une action, vous avez un pouvoir sur les statistiques du chômage, très clairement. La question est-ce que c'est que ce pouvoir sur les statistiques du chômage se traduit par une amélioration de la vie concrète des Français? Il faut juste que le politique français, c'est là où le bas blesse par rapport à ses contemporains européens, c'est que le politique français ne se prépare pas. Or, exercer le pouvoir, vouloir faire le pouvoir dans l'entreprise, c'est se préparer. Surtout quand la France est prête. Hein. Bah oui, surtout quand les choses sont... La conjoncture est facile. La conjoncture est facile, les choses vont bien économiquement, les Français sont prêts. Or, le politique français ne se prépare jamais. Il n'est pas capable de faire un diagnostic précis de la situation. Il n'est pas capable de proposer la vision là où il veut nous emmener et sur comment il va faire ce cheminement entre les deux. Ça, il ne le fait pas. Non, mais concrètement, comment peut-il lutter contre les 8 boîtes américaines qui veulent dominer le monde, dont les GAFA, Google, Facebook, Amazon et Apple, voilà. Comment concrètement lutter contre l'ultra-capitalisme? Il y a Samsung aussi, il ne faut pas oublier tout ça. L'ultra-capitalisme sauvage qui est en train d'imposer ses lois. Et qui surtout se défiscalise, qui crée de la richesse, mais qui ne paye pas de véritable pouvoir sociale, économique, là où il crée de la richesse. Bien sûr. Alors, d'une part, vous citez que les acteurs américains, aujourd'hui, il y a les acteurs chinois, Baidu, Tencent, qui ont aussi un énorme pouvoir. Il ne faut pas les oublier, les Coréens, les Indiens. Des groupes coréens autres. Au-dessus des États, en fait. Dire que c'est un ultra-capitalisme sauvage, ce n'est pas vrai, parce que ces groupes, aujourd'hui, ont une attache nationale, donc ils obéissent à des lois nationales. Ils obéissent à leurs propres lois, avec leurs propres projets, définis par Steve Jobs, qui ne cherchait pas simplement à développer une boîte, mais à développer un vrai projet. Une grande partie de ces acteurs économiques ont une vision
vision, effectivement, une vision idéologique politique, on pourrait l'appeler politique, puisqu'ils veulent la faire partager et l'imposer aux autres. Il n'empêche que ces acteurs-là, aujourd'hui, n'ont aucune des deux pouvoirs qui sont ceux de l'État-nation actuel, qui sont le pouvoir fiscal et le monopole de la violence légitime. Les États nationaux ont les deux. Et le fait ils sont en dehors du pouvoir fiscal, ils ne payent même pas d'impôts. Alors justement, aujourd'hui, il y a de grandes réflexions au sein de l'OCDE, et c'est une partie de cette régulation mondiale dont on parlait tout à l'heure, pour essayer de mettre en place des systèmes de fiscalisation. Il y a une réflexion similaire au niveau de l'Union européenne qui est en train de se mettre en place pour fiscaliser ces géants de l'Internet et autres. Mais ça va marcher? Et ça va marcher. Ça va marcher. Bien sûr que si, ça va marcher. Ça prendra du temps parce que c'est quelque chose qui est long, mais l'État-nation qui le veut reprendra le pouvoir. Pourquoi les Allemands ont pris le commissaire européen au numérique? Pourquoi ils ont fait ça? Je ne pourrais pas faire le chantre du modèle allemand, mais ces gens-là ont une vision. Et ils se sont dit que si on laissait le numérique appartenir aux acteurs américains, on allait avoir des problèmes. Et donc ils ont pris une position offensive, une position de combat, notamment par exemple, en révisant le fait que les données puissent être échangées librement entre les États-Unis et l'Europe. Et ils ont essayé de changer ça. Et ce pouvoir-là, ça ne vient pas de France. Ça vient d'un acteur allemand qui un jour se décide, on va le faire. Donc là aussi, le politique a du pouvoir. Il ne faut pas que le politique se défausse trop facilement sur ses contemporains, sur les électeurs. Parfois, ce qu'on entend, c'est que les Français ne veulent pas. Donc on ne va pas faire puisque les Français ne veulent pas. Mais quand les Français veulent, on ne fait pas pour autant. Je prends l'exemple d'une loi de dérégulation de l'économie qui a défrayé la chronique au début de l'année. Cette loi-là, les Français étaient largement pour. Et pourtant, une grande partie du Parlement a voté contre. Mazarine Pinjot. Ouais, je voudrais revenir à un autre niveau de la discussion, plus bas peut-être, parce qu'on parle du pouvoir depuis tout à l'heure, et en fait, on n'a pas vraiment défini ce que c'était que le pouvoir, à part vous d'ailleurs, qui avez dit le pouvoir, c'est commencer, c'est décider. C'est décider. C'est commencer. C'est retrancher des choix, et en latin. La question de à qui appartient le pouvoir, je pense qu'elle a été suffisamment débattue, mais le problème, c'est est-ce que l'individu lui-même, qui est l'ultime lieu du pouvoir, on pourrait dire dans une démocratie, est encore capable de pouvoir sur lui-même. C'est-à-dire la question de la souveraineté. À partir du moment où, comme tu le disais, les grandes boîtes américaines, par exemple, l'emportent même d'un point de vue du modèle commercial, c'est-à-dire nous transforment, alors pas qu'elles, en simples consommateurs. Comment un simple consommateur peut-il avoir le pouvoir sur sa propre vie? C'est une question anthropologique, en fait, ce que je pose. La question du pouvoir, pourquoi est-ce qu'on la poserait aux hommes politiques ou à la finance ou à je ne sais qui? À partir du moment où déjà, du point de vue du sujet lui-même, il est difficile de rendre compte de la possibilité même d'un pouvoir sur soi, quoi. Ce que vous appelez pouvoir, c'est la question de l'autonomie de l'individu. Est-ce que l'individu est de manière autonome et capable de formuler des choix? C'est le fondement même de la démocratie, parce que s'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de démocratie. Tout le projet libéral, c'est de rendre de l'autonomie à l'individu, d'en faire un être capable et raisonnable pour pouvoir exprimer ses propres choix. Et dire que les acteurs des télécommunications, des médias ou autres nous imposent leurs choix et qu'on ne serait que des victimes consuméristes qui, au final, on ne savait pas que nos données étaient envoyées aux États-Unis. On avait une messagerie gratuite, mais on l'ignorait. On ne comprenait pas que c'était gratuit et qu'on nous l'avait offert comme ça pour nos beaux yeux. Non, on est des acteurs quand même rationnels et les gens savent très bien que la gratuité qu'on leur offre sur certains services se traduit par une perte d'autonomie sur le fait qu'ils émettent des données, le fait qu'ils vendent des services. Pour autant, ils ne vont pas renoncer à utiliser ces services. Ça ne vous empêcherait pas quelqu'un d'acheter ses livres sur Amazon? C'est parce qu'ils ont aujourd'hui, on peut critiquer Google par exemple en disant que c'est le moteur de recherche dominant, mais il existe des dizaines d'alternatives à Google. Pourquoi les gens ne les utilisent pas? Il existe des dizaines de messageries cryptées qui sont d'une facilité d'utilisation absolue. Pourquoi les gens n'y vont pas? Ils n'y vont pas parce qu'ils vont vers la facilité. Et cette facilité, oui, mais il y a là le problème du pouvoir. Et ils vont vers le gratuit. C'est qu'on a renoncé à quelque chose qui est de l'ordre de notre pouvoir propre. Vous trouvez ça illégitime. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça légitime, qui ont renoncé de leur propre fait à cette autonomie. Et ça, vous pouvez le critiquer. On peut le contraindre, c'est retomber dans l'arbitraire. Donc je préfère laisser. Exactement. Il y a juste un constat à faire, c'est que difficile d'en vouloir à des politiques, à n'importe qui, à partir du moment où soi-même on ne prend pas la responsabilité du courage de décider de quoi que ce soit. On a un mauvais usage de notre libre arbitre. Ouais. Et alors, soit les philosophes font pas leur travail parce qu'ils nous éduquent pas assez au bon usage du libre arbitre, soit il y a des forces qui nous enfument. Ils parlent pas assez, les philosophes. Regardez, Henri Comte-Sponville, ça fait une demi-heure qu'il dit rien. L'État doit réguler. Mais qu'est-ce qu'est le bon usage du libre arbitre? C'est un jugement très subjectif. Donc, vous dites qu'on avait un mauvais usage du libre arbitre, mais je suis entièrement contre ça. Les gens ont un usage du libre arbitre qui font. Sauf s'il est inconscient. Si on n'est pas bien informé sur les conditions. Alors, ça c'est faux. Romain Riviaton, je vous présentais tout à l'heure comme le seul économiste optimiste et positif en France. Vous êtes aussi pratiquement l'un des seuls économistes vraiment libéral. Et vous faites une définition du libéralisme qui m'intéresse, pas celle qu'on entend d'habitude. Vous dites c'est pratiquement c'est la dissolution des pouvoirs établis, c'est-à-dire c'est l'abolition des privilèges. Exactement. Le libéralisme, quelque part, il rejoint le marxisme là-dedans. C'est-à-dire qu'il combat le rentier. Le rentier, c'est quelqu'un qui a confisqué un pouvoir physique, un pouvoir financier, un pouvoir matériel
qui lui donne et qui l'a confisqué de manière monopolistique et qui en tire des ressources très largement supérieures à ce qu'il apporte à la société. Donc c'est quelqu'un qui est quelque part un parasite, c'est quelqu'un qui est très négatif à la société. Et le libéralisme, c'est combattre ça, c'est essayer de supprimer la plupart de ces rentes pour essayer de redistribuer la partie qui a été captée à l'ensemble des citoyens. Et aujourd'hui, c'est ce que le libéralisme essaye de faire. Ce qu'il y a des difficultés à faire en France, parce qu'on peut parler de social-libéralisme, on est encore loin d'avoir atteint cette autonomie de l'individu dans un très grand nombre de domaines. On voit bien qu'il y a énormément de contraintes. Aujourd'hui, j'ai vu une loi encore, parce qu'il faut voir ce qu'est la production de loi, qui est quand même la contrainte ultime de tous nos comportements. Aujourd'hui, une loi qui interdisait un certain nombre de stagiaires dans l'entreprise au même moment. Voilà, bon, c'est une nouvelle loi. Et il en arrive des dizaines et des dizaines comme ça pour recevoir l'ensemble des propositions de loi. Heureusement qu'on ne les voit pas toutes, parce que c'est absolument incroyable. Une proposition de loi qui a été posée la semaine dernière, c'était de dire que dans les playlists musicales que vous écoutez sur Internet, que vous pouvez choisir, il fallait incorporer un certain nombre de musiques françaises. Parce que au titre de la diversité culturelle. C'est incroyable de vouloir restreindre à ce point-là la liberté individuelle. Et donc on est quand même arrivé à ce schéma-là aujourd'hui de restriction de la liberté individuelle. Donc il y a encore beaucoup de travail pour les économistes et les philosophes libéraux. Alors, j'aimerais que quand même, André Comte-Sponville, vous interveniez là maintenant pour nous donner le mot de la fin, la philosophie de cette émission. Le pouvoir, en fait, on en a fait le tour. C'est pas grand-chose. Hein. Il y a à peine un pouvoir intellectuel ou pas du tout. Pouvoir politique, un tout petit peu. Pouvoir économique, c'est pas grand-chose. Mais c'est bien qu'il y ait plusieurs pouvoirs différents parce qu'ils se limitent mutuellement. C'est parce que Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir tente à en abuser. Et donc la pluralité des pouvoirs est une bonne chose. Il y a la séparation des trois pouvoirs traditionnels dans toute démocratie, mais la multiplicité presque sociologique des pouvoirs est aussi une garantie pour nos libertés. J'ajouterais simplement à propos du libéralisme que la question qui se pose, c'est aussi celle de différence entre le libéralisme, je suis pour, et l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, ça voudrait dire que l'État n'a aucun rôle à jouer en matière économique. Personne n'y croit plus. Personne n'y croit. Je ne suis pas sûr que personne n'y croit. En tout cas, il faut rappeler qu'on a besoin d'un État et qu'il n'y a pas à opposer le rôle du marché en matière économique ou de la liberté individuelle et le rôle de l'État parce que ni le marché ni la liberté individuelle ne peuvent exister sans un État qui les garantit et qui les protège. Et donc, on a besoin d'un pouvoir. Voilà. Merci à vous. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Robin Rivaton, La France est prête. Ouais, parce que nous avons changé, c'est le sous-titre. C'est aux éditions des Belles Lettres. Et c'est un livre dont on n'a pas fini de parler, comme on n'a pas fini de parler de vous, Robin Rivaton. Christophe Barbier, dictionnaire amoureux du théâtre. Alors, ça, c'est pour tous les théâtreux, on prend un grand plaisir. C'est tout sur le théâtre, hein, c'est ça. Hein, c'est ça, hélas, non. Il faudrait beaucoup plus. Oui, là, on est déjà à 1200 pages, là, il ne faut peut-être pas exagérer. Ça tombe pas des mains, rassurez-vous, mais enfin, ça fait mal aux pieds si ça tombe comme ça. Donc, on va le remettre là, mais... Et puis enfin, André Comte-Sponville, Ces choses tendres que la vie, sont des entretiens avec l'éditeur François Livonnet, c'est aux éditions Albin Michel, et c'est une sorte itinéraire philosophique qui est raconté comme une vie, hein, c'est ça, parce que la philosophie, c'est la vie. C'est notre devise d'ailleurs ici. Oui, parce qu'il n'y a pas de philosophie désincarnée. La philosophie, c'est toujours un philosophe qui essaye de penser sa vie et de vivre sa pensée. Il faut rappeler qu'on n'y parvient jamais tout à fait. Voilà, la philosophie, c'est la vie. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain autour de 21h35 sur France 5. À la semaine prochaine.